Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition de notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine. Comme chaque lundi, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, l'événement de la semaine, c'était Vivatech. Pour le coup, on parle vraiment d'un événement en tant que tel. Alors vous avez appelé ça le Barnum des technologies. Moi j'aurais dit le concours Lépine des startups, mais bon, c'est une question. Le concours Lépine, c'est la foire de Paris. Il ne faut pas tout mélanger. C'est un côté un peu foire de Paris quand même, non? Oui, c'est un côté foire de Paris. Effectivement, si on devait définir ce qu'est Vivatech, on aurait beaucoup de difficultés. Et alors, dans les grandes manifestations technologiques, il y a le CES, le Mobile World Congress. Ce sont deux manifestations qui sont organisées par des associations professionnelles. Donc, l'objectif est clair. Le CES, il a commencé avec les magnétoscopes. Voilà, c'est ce très qu'on appelait ancien. l'électronique grand public. Et puis, ça a évolué sur tout ce qui est numérique aujourd'hui. Le Mobile World Congress, comme son nom l'indique, c'est le mobile. Vivatech, on ne sait pas trop. Mais effectivement, parce que ça n'a pas été organisé par une association professionnelle, en gros, c'est Maurice Lévy, le patron Publicis, qui a lancé ça. Néanmoins, c'est une réussite. C'est incontestable. C'était la quatrième édition. Et puis, les politiques se sont greffés là-dessus. Donc, ce qui fait que ça fait une espèce de grand rendez-vous, grand show planétaire. Là, cette année, il y a eu l'appel de Christchurch, donc avec la première ministre de Nouvelle-Zélande. Donc l'appel de Christchurch fait suite aux attentats qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Donc en gros, c'est je ne veux pas dire que c'est un vœu pieux, mais en tout cas, c'est un appel pour faire en sorte que à la fois les gouvernements et les fournisseurs de services s'engagent à tout un tas de choses pour faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas. Et puis l'exposition elle-même, donc effectivement, comme vous dites, l'exposition elle-même, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a qui ? Il y a les gens de l'IT, il y a des startups, il y a des villes, il y a des régions, il y a des pays, puisque le Brésil, la Chine, la Belgique, la Suisse étaient représentés. Donc il y a vraiment de tout. Et alors on peut voir des voitures électriques, on peut voir un projet de train polonais à grande vitesse qui va lancer une expérimentation prochainement. Enfin bon, des choses très très diversifiées. Et tout ça s'introduit dans un contexte où, a priori, la French Tech, comme on dit, a encore levé sur les 4 premiers mois beaucoup plus d'argent que ne l'a fait l'année dernière, donc plus 70%. Donc je dirais que c'est un contexte qui est relativement favorable. Et pour chapeauter tout ça, Emmanuel Macron a reçu un nombre certain même de dirigeants étrangers d'entreprises numériques, donc informatique et numérique. Donc dans le cadre de... C'est vrai qu'il s'appelait Tech for Good, Tech for Good, voilà, en bon français. Donc là encore, beaucoup de bons sentiments. Bon, écoutez Guy, j'allais dire, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, on revient sur un terrain beaucoup plus, j'allais dire, traditionnel, en tout cas pour nos lecteurs. Et Intel, pour le coup, on ne peut pas être plus traditionnel qu'avec Intel, qui, il faut le dire, avait un certain retard sur la fabrication des puces par rapport à des acteurs asiatiques comme TSMC et compagnie, et qui annonce maintenant une nouvelle qualité, nouveau niveau de miniaturisation dans ces puces. Alors effectivement, donc ça peut paraître assez éloigné des préoccupations des DSI, mais malgré tout, c'est que les puces, pas seulement les CPU d'ailleurs, parce qu'il y a les GPU, les puces programmables, etc. C'est au cœur de nos systèmes, et donc si, je dirais, on sait que la loi de Moore arrive à ses limites, mais malgré tout, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Donc le fait d'annoncer les générations suivantes donne malgré tout encore un peu de marge de progression. Et là, effectivement, c'est le patron d'Intel, Bob Swan, qui, dans le cadre d'une présentation aux investisseurs, a annoncé que Intel allait lancer le processus de 7 nanomètres en 2021. Donc, Intel est en train de lancer la fabrication de 10 nanomètres. Et donc, ça veut dire qu'on a encore une génération devant nous. Et puis après, évidemment, il y a des solutions, je dirais, de serveurs distribués avec des interconnexions type Mellanox qui permettront de pallier un peu le fait qu'on arrive à la fin de la loi de Moore. Mais en tout cas, pour Intel, c'est une bonne nouvelle si on en croit ce qu'a annoncé le patron, et
comme vous le disiez, Intel, ces derniers temps, avait eu plutôt quelques revers. Déboire, donc oui. là, bon, c'est... La remarque, son repart en avant. Voilà. Et alors, donc, sachant que la stratégie Intel Inside, qui était orientée CPU, est beaucoup plus diversifiée, puisque Intel ne veut plus se consacrer uniquement au CPU, mais à tout l'ensemble des processeurs qui Ils vont d'ailleurs annoncer des GPU dans quelques Exactement. mois. Alors, on continue toujours finalement dans cette problématique d'infrastructure avec Equinix, opérateur bien connu de data center, qui annonce encore plus de data center. Quoi. Alors, on parle beaucoup de cloud, mais le cloud, on le dit et on le répète, c'est basé sur des data centers. Et Equinix, donc c'est le numéro 1 des hébergeurs, et d'assez loin d'ailleurs. Et donc, ils annoncent, c'est pour ça que c'est intéressant de donner les ordres de grandeur, parce que ça montre le montant des investissements nécessaires. Ils annoncent les investissements pour 2019. Et donc là, c'est la construction de 12 nouveaux data centers et l'extension de 23 data centers existants, pour un montant au total sur l'année 2019 de 2 milliards de dollars. Donc on voit quand même que c'est quelque chose de très très important. Et donc ce qui veut dire que ces montants vont permettre à Equinix de continuer la course en tête. On sait que dans le domaine du cloud, cloud public, c'est AWS. Dans le domaine de l'hébergement, c'est Equinix. Et vraisemblablement, ce classement ne devrait pas changer à court terme. Alors on continue dans la voie du data center, puisque cette fois-ci on parle d'un opérateur bien connu, Orange, qui lui investit 100 millions d'euros pour 2 data centers. Si tu veux, 50 millions d'euros l'unité, c'est pas négligeable. Donc en fait, c'est un montant important, c'est clair, mais c'était de mettre les deux en rapport, c'était pas inintéressant. Donc comme vous le disiez, 100 millions d'euros pour la construction de 2 nouveaux data centers. Orange avait construit son premier data center à Val-de-Reuil, dans l'Eure, donc il y a déjà 5-6 ans. Années, oui. Et donc là, il ajoute un deuxième qui sera juste à côté, qui sera à peu près de la même superficie, qu'ils vont appeler de manière très créative Normandie 2. Et donc, c'est un data center. De la salle informatique elle-même, c'est 5000 m². 5000 m², en gros, c'est à peu près un terrain de football. Donc, ça veut dire que c'est quand même significatif. Ça représente donc 50 millions d'euros. Et ils ont annoncé qu'ils allaient en construire un deuxième, donc là, dans une autre ville près de Chartres, dont je n'avais plus le nom en tête, qui sera, lui, pour un peu plus tard, et qui représentera à peu près le même montant. Il n'y a pas eu de détails qui ont été annoncés, mais donc ça veut dire que Orange continue à avoir ses propres data centers, et donc ça, finalement, ça accrédite l'idée qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, et là, ils sont des fournisseurs de services ou des opérateurs télécoms, qui vont garder leurs propres données et qui ne vont pas aller sur le cloud public, et donc la notion de cloud hybride est plus que jamais au cœur de l'actualité. Alors on continue et on finit ce passage en revue de l'actualité en bref avec Huawei, qui est toujours en prise avec des déboires au niveau américain. On va dire que c'est un peu fini pour Huawei a priori au niveau américain, alors qu'en Europe, c'est plus ouvert. Alors on attendait effectivement la décision de Donald Trump d'interdire, de signer un décret pour interdire Huawei, donc c'est chose faite. Le décret, en fait, il ne mentionne pas spécifiquement Huawei. En gros, c'est un décret qui impose aux fournisseurs américains de demander l'autorisation au département du commerce pour l'acquisition de technologies étrangères. Donc ça veut dire qu'ensuite, une fois qu'un fournisseur demande l'autorisation d'acheter Huawei, le département du commerce dira non. Niet. Donc c'est clair et net. Alors évidemment, Huawei a protesté, bon, c'est relativement normal. Et je pense que ce qui est assez problématique, c'est que ça n'a pas encore été fait jusqu'à présent, mais il faut espérer que les Américains ne vont pas imposer aux Européens de dire, un peu comme pour le pétrole avec l'Iran, de dire vous n'avez pas le droit d'acheter Huawei parce que vous allez l'acheter en dollars, et donc ça veut dire que vous rentrez dans un processus qui fait que c'est la question de l'extraterritorialité du droit américain. Donc ça n'a pas encore été fait. Mais cette annonce était intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, les États-Unis interdisaient la vente de supercalculateurs à l'étranger, en particulier chinois. Oui, exactement. Et là, on se retrouve finalement 30 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, ça montre le chemin qui a été parcouru par la Chine en particulier. C'est un renversement qui est quand même assez spectaculaire. Très bien, écoutez, on conclura cette première partie là-dessus. On poursuit avec... Alors l'événement de la semaine pour vous dit, c'était pas Vivatech, mais finalement Atos Technology Days.
En tout cas, c'est vrai que c'est plus au cœur des préoccupations de nos lecteurs en termes de technologie présentée. Et puis alors, effectivement, ça a été organisé sur le même lieu, parce que c'est à la porte de Versailles, et donc ils ont bénéficié un peu de l'événement, sachant qu'ils avaient aussi un stand sur Vivatech, un stand important. Donc les Atos Technology Days, donc c'était la quatrième édition, il y a eu pas mal d'annonces, donc c'est Thierry Breton qui a mis tout ça en scène, et je dirais qu'on ne va pas les citer toutes, mais on va citer la première, dans le cadre de ce dont on parle de plus en plus, c'est-à-dire l'Edge Computing. Et donc là, ils ont annoncé un Bull Sequana Edge. Donc en gros, c'est un petit ordinateur déporté, mais petit, mais très puissant. Alors, puissant comment? Il fait 160 teraflops. Alors, si je vous dis ça comme ça, oui, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ouais. Il a la taille d'un IBM PC. Alors, pourquoi je dis IBM PC? Parce que je vous le dirai juste après. Donc, en gros, c'est un gros livre, 160 teraflops. Dans le top 500, vous savez, le classement 1, il aurait été des 500 plus gros ordinateurs de la planète, il aurait été numéro 1 en 2005. Donc vous voyez que finalement, c'est pas si loin que ça. Oui, et c'est un ordinateur donc, qui a dedans, c'est du standard, c'est de l'Intel Xeon, il y en a un, il y a 2 GPU NVIDIA, et puis il y a jusqu'à 24 Tera de mémoire de stockage. Et un fait intéressant, c'est que finalement, plus de 90% de la puissance provient des GPU, et pas du microprocesseur. Et alors, à quoi il sert? Il sert à des applications de Edge, précisément, donc on est dans le cadre de l'IoT, on est dans le cadre de, par exemple, la supervision en temps réel de vidéos. Et donc, c'est avec des algorithmes d'intelligence artificielle, puisque il y aura beaucoup d'utilisations liées à l'intelligence artificielle et au machine learning. En gros, c'est de mettre des algorithmes de détection de comportements inhabituels ou reconnaissance de personnes sur des vidéos en streaming. Vous voyez bien qu'il est hors de question de mettre des bataillons de personnes pour visualiser. Et donc, ça va être fait de manière automatique et ça va être fait grâce à ce genre de machine. La grande différence, c'est qu'on n'est pas sur un cloud XYZ. Exactement. On a ça sur un ordinateur. À la périphérie. Et alors, c'est intéressant, c'est un ordinateur qui... Alors, on peut les empiler, c'est-à-dire qu'on peut en faire... Oui, il fonctionne en réseau. Voilà. Ça, et il coûte entre, alors on va dire 4 500, 5 000 euros et jusqu'à 12 000 euros en fonction de la configuration. Mais si vous prenez le prix de 5 000 euros, en gros, c'est à peu près le prix de l'IBM PC au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la configuration de l'IBM PC et de sa puissance. Oui, c'était c'est quand même assez étonnant. Donc ça, c'était une annonce importante d'Atos, enfin de Bull, entre parenthèses, c'est de la technologie Bull, c'est clair. Et une idée intéressante que mettait en avant Thierry Breton, c'était que, en gros, aujourd'hui, 80% des données sont produites et stockées sur les data centers et 20% à la périphérie. Et dans 5 années seulement, ce sera inversé. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des données seront produites à la périphérie. Donc, par exemple, c'est Atos Technology Days, il y avait tout un tas de présentations, mais il y avait une démo vous savez, on en a déjà parlé, des Digital Twins, et donc d'un champ d'éoliennes en Inde, donc sur des éoliennes sur lesquelles il y avait plein de capteurs, et toutes les données étaient centralisées pour faire de la maintenance, évidemment, préventive et prédictive, et tout ça est analysé grâce à ce type de machine sur place. Donc il n'y a pas besoin de rapatrier les données quelque part pour les analyser, on le fait sur place. Donc il y aura des applications de ce type-là. Et puis un deuxième volet, c'était lié à l'informatique quantique, sur lequel Atos est très impliqué. Et donc là, il n'y a pas d'annonce sur l'informatique quantique proprement dit, mais plutôt sur l'environnement de développement qui est accessible à tout un tas de choses, puisqu'on sait que le développement de ce type d'ordinateur sera complètement différent. Donc il faut commencer à s'initier, parce que quand les ordinateurs quantiques seront prêts, ce qu'on ne sait pas encore vraiment, quand ce sera, il faudra qu'il y ait des gens qui soient... S'il n'y a pas de logiciel, on ne pourra pas les utiliser. Très bien. Donc ça, c'était pour la semaine passée, Udi. Pour la semaine, non pas la semaine à venir, mais les semaines à venir, parce que là, en l'occurrence, c'est plutôt fin juin, il y a l'étape parisienne du Salesforce, je vais y arriver, World Tour, qui pose ses valises. Pareil, l'occasion aussi de faire le point sur l'écosystème de plus en plus dynamique de Salesforce, dont on avait d'ailleurs reçu le patron. Exactement, donc c'est un peu ça qui nous a alerté. Donc comme vous disiez, c'est le 27 juin à la porte de Versailles.
Ils le font tous les ans, ils reçoivent quand même 10 000 personnes. Bon, Salesforce est maintenant un éditeur, je veux dire, presque incontournable. Et ce sera Alexandre Daillon, qui sera le grand ordonnateur de cette grand-messe, si je puis dire. Alors Alexandre Daillon, en fait, il a le rôle de Chief Strategy Officer, donc c'est lui qui oriente la stratégie de Salesforce. Et en fait, il est arrivé chez Salesforce par le biais du rachat d'Instranet, une société qu'il avait créée. Il avait été aussi à l'origine de la création de Business Object, donc là on remonte encore plus loin en avance. Donc 27 juin, on a le temps de se préparer, mais c'est quand même un événement intéressant à suivre. Très bien. Et puis on conclut, Guy, on parlait tout à l'heure d'edge computing et d'applications de reconnaissance faciale. On conclut sur San Francisco qui vient d'interdire, c'est ça, hein, comment dirais-je, la reconnaissance faciale dans la ville de San Francisco. Exactement. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé de ça parce que j'avais été confronté pour la première fois, c'était à Los Angeles, à la reconnaissance faciale. Là, c'était dans le cadre d'un aéroport. Ça m'avait un peu interloqué. Et là, bon, c'est la première grande ville qui prend ce genre de décision d'interdire, évidemment par les services publics, hein, si des entreprises le font en privé, elles peuvent le faire, mais là, la ville de San Francisco ne pourra pas utiliser ce moyen de détection. Donc c'était à saluer parce que quand on voit ce qui se passe en Chine et tous les projets qui sont pas développés, qui sont déjà développés, qui sont en cours de fonctionnement, finalement, ça montre qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre un coup d'arrêt et dire bon, on met. Alors, est-ce que c'est juste une pause ou est-ce que c'est définitif? On ne sait pas, mais en tout cas, c'était bien d'arrêter ce genre de choses parce que ça pose question, comme on dit. Et puis c'est une édition d'autant plus emblématique compte tenu de la ville de San Francisco, qui est évidemment au cœur de tout ce qui se passe dans le domaine. Donc ça prend d'autant plus de relief que si c'était telle ou telle ville de la province de Louisville dans le Kentucky, par exemple. Guy, on conclura sur cette évocation du Kentucky et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.